Bienvenue dans Coaching de jeunes, Coaching d'avenir, le podcast de génération 15-25. Je suis Gaëlle Bouillet, coach certifiée et co-animatrice de ce podcast avec Agathe Bousset. Ensemble, nous sommes membres de l'association Génération 15-25 qui promeut le coaching de jeunes. Dans ce podcast, nous souhaitons vous faire découvrir le coaching de jeunes et ses apports. Alors ensemble, nous allons parler d'orientation avant et après le bac, de réorientation, de confiance en soi et de gestion du stress, de préparation aux oraux et aux entretiens, ou encore de méthodologie et d'organisation. Alors, bonne écoute! Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast de Génération 15-25, Coaching de jeunes, Coaching d'avenir. Aujourd'hui, nous allons parler de réorientation avec Mireille et Christine, toutes les deux coachs de l'association. Je vous laisse vous présenter. Mireille, si tu veux bien commencer. Oui, bonjour Gaëlle, bonjour Christine. Je suis Mireille Grange, je suis coach professionnel. J'accompagne les professionnels de l'entreprise et les jeunes pour lesquels j'ai suivi une spécialisation. Et je travaille à Paris et en Bretagne et également en visioconférence. Merci. Christine? Oui, bonjour à tous et à toutes. Donc, je suis Christine Philippakis, donc je suis coach professionnelle. Je me suis spécialisée dans l'accompagnement des 15-25 ans, entre autres par une formation sur les neurosciences de l'apprentissage. Je suis basée à Rennes et aujourd'hui, j'accompagne autant sur des problématiques d'orientation que sur des techniques de travail. Super, merci à toutes les deux. On va pouvoir entrer dans le vif du sujet, notre sujet du jour, la réorientation. Et donc, première question pour toi, Christine, de quoi est-ce qu'on parle quand on parle de réorientation? En fait, la réorientation, elle a comme point commun, c'est le fait d'avoir déjà eu une première orientation, qu'elle soit vécue une première orientation, qu'elle soit subie ou choisie. Et c'est-à-dire qu'à un moment, on fait une démarche pour aller chercher une autre voie, parce que la voie qu'on a choisie dans un premier temps ne nous convient pas. Par contre, une fois qu'on a dit ça, on se rend compte qu'il y a une diversité de situations, parce que cette réorientation, elle peut arriver à différents moments. Bien évidemment, elle peut arriver dès le début, dès la première année, même le premier trimestre de cette première année d'enseignement supérieur, mais on peut la retrouver à tout moment au cours du cursus, voire même en fin de cursus, au moment du master. Cette réorientation aussi, elle a comme diversité des origines un peu différentes. C'est-à-dire que c'est soit parce qu'on n'accroche pas avec les matières, soit on n'accroche pas avec la pédagogie de la formation dans laquelle on se trouve. Et puis aussi, parfois, il y a un décalage entre les métiers qu'on arrive à imaginer suite à cette formation et puis la réalité des métiers de cette filière. Par contre, voilà, c'est une situation qui est quand même largement rencontrée. Hein. C'est là aussi, on n'est pas tout seul quand on se trouve dans une situation de réorientation. Si on regarde juste les statistiques de l'ADEP, hein, qui est un organe qui propose des statistiques pour l'enseignement supérieur, on se rend compte que toutes les filières sont concernées, que ce soit le BTS, les UT ou les classes préparatoires. Mais c'est vrai que ce phénomène est un peu plus marqué en première année à l'université, où on a près de 40% des étudiants qui ne poursuivent pas dans la filière dans laquelle ils étaient inscrits en première année. Ok, super. Ouais, donc ce chiffre, effectivement, de 40%, il est assez impressionnant. Et ce qui est bien de préciser là en introduction, c'est qu'effectivement, la réorientation, parfois, on peut l'imaginer comme étant uniquement la réorientation une fois qu'on a commencé à travailler. Mais en réalité, la réorientation durant le cursus post-bac est assez fréquente, comme tu l'as dit, et peut toucher aussi toutes les filières. Peut venir de soi parce qu'effectivement, on se rend compte voilà, qu'on n'est pas parti dans la bonne voie, et peut aussi venir d'éléments extérieurs quand on se confronte à la réalité des métiers. Ok, super. Et donc justement, on a eu un autre épisode qu'on a enregistré sur l'orientation. Quelles sont les spécificités du coaching en réorientation par rapport au coaching en orientation, Christine? Tout à l'heure, je le disais, c'est que déjà, on a fait une première orientation. Donc, c'est sûr que forcément, ça sera une spécificité, c'est qu'on a déjà vécu cette première orientation. Et donc, on va aussi avoir une prise de conscience par rapport au cursus qu'on a déjà engagé, qu'on n'en a pas lors d'une orientation, puisque dans l'orientation, c'est tout nouveau, c'est tout frais. Alors que dans une réorientation, on a de fait une première réflexion sur ce cursus engagé pour savoir ce qui nous plaît, ce qui ne nous plaît pas. Et puis, il y a quand même quelque chose qui est un élément marquant, c'est que dans ces coachings sur la réorientation, on a quand même une vraie réflexion sur le droit à l'erreur.
C'est vrai que souvent, c'est une période qui peut être vécue comme très difficile, voire avec un sentiment d'échec et qui peut un peu bloquer. Et c'est vrai qu'il est important de pouvoir s'approprier dans cet accompagnement le fait qu'on a le droit à l'erreur, voilà, c'est de pouvoir se dédramatiser la situation, pouvoir se réassurer, Mmh. relâcher la pression pour pouvoir s'autoriser une autre voie. Donc, il y a vraiment ce travail de résilience. Voilà, c'est vrai que ça nécessite du courage, mais il est essentiel pour pouvoir avancer vers une autre voie. Et puis aussi, de pouvoir valoriser aussi le premier parcours qui a déjà été effectué, parce que c'est une expérience qui a lieu d'être et voilà, qu'il faut la valoriser. Euh, et puis, bien évidemment, étant donné qu'on a déjà vécu cette première situation d'orientation, bah, on va bien évidemment partir de cette situation de vécu pour vraiment bien comprendre. On passe plus de temps sur cette analyse pour bien comprendre qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'il y a eu comme enjeu et pourquoi ça n'a pas fonctionné. Mmh. Pour pouvoir repartir sur quelque chose qui correspond plus à la personne. OK. Donc oui, c'est vraiment repartir sur les expériences qui ont déjà été vécues. Là où en orientation, voilà, on va partir d'expériences autres, de la vie, personnelle, en fait, quand, voilà, on accompagne des plus jeunes. Là, Mm. on part de ce qui a déjà été vécu et effectivement, on se travaille, comme tu disais, sur, le rapport à l'échec, voilà, le fait que c'est pas forcément un échec, mais comment est-ce qu'on rebondit après ça? C'est super intéressant. OK, top, merci. Et donc justement, bah, alors, comment concrètement est-ce qu'on accompagne ces jeunes qui vivent une situation de réorientation, Mireille? Alors, en préambule, je voudrais juste dire que comme on est plus de 150 coachs en génération 15-25, on a toutes une professionnalisation sur l'accompagnement des jeunes, en plus éventuellement d'autres publics. Mais néanmoins, on reste chacune avec notre approche, nos apports, éventuellement nos outils. Donc, ce que je vais dire sur la méthode, c'est aussi celle que j'adopte moi et d'autres font d'autres choses. Ce que je voudrais dire aussi, c'est que la première, le préambule, et ça vaut pour tous les coachings, c'est le contact. C'est le contact avec le jeune dans le cadre d'un échange informel. On n'entre pas en coaching, que ce soit par la prescription de parents bienveillants, même en post-bac, ou tout seul, sans avoir choisi son coach. Donc, le principe, c'est d'abord un échange informel. Où j'en suis, qu'est-ce qui se passe? Et c'est l'occasion pour le jeune de se présenter et pour le coach d'entrer en relation et de comprendre l'objectif. Ensuite, c'est aussi de comprendre le délai. Qu'est-ce qui se passe dans les mois qui viennent? Combien de temps on a? Qu'est-ce qu'il a fait comme parcours? Christine vient de le dire. On part de la situation qui est l'exploration de la réalité, comme dans n'importe quel coaching. Et là, la réalité, c'est ce qu'il vient de vivre. Peut-être aussi parce que je suis praticienne narrative, j'aime qui raconte l'histoire. Dedans, il y a des contributions, il y a des choses, des ressorts qui vont apparaître et qui nous disent un peu de lui sur ses capacités à rebondir, à être résilient, comme on a dit, face à l'échec. Une fois qu'on aura, on va dire, retravaillé cette situation, j'aurais un peu envie de dire qu'on ne va pas tout laisser. Peut-être qu'il y a des choses qu'on va garder de cette première Mmh. expérience et puis d'autres qu'on va aller explorer. Donc, je vais accompagner là en 4, 5, 6 séances pour ma part. C'est pas parce qu'on est en post-bac que je vais pas repartir du jeune et de ses activités en dehors. On va repartir de lui, de ses valeurs aussi. Peut-être que cette formation, le contact, le public, l'enseignement a heurté quelque part ses valeurs. C'est aussi un Mmh. sujet assez fondamental. Et puis, il y a cette projection vers le métier parce qu'il n'aura peut-être pas eu la chance finalement d'imaginer son métier de rêve ou son métier pour plus tard, son premier métier aussi. Mmh. Et là aussi, on dédramatise. Hein. On n'est pas en train de parler du métier pour ses 60 ans. On est en train de parler du premier et on peut se tromper. Et donc, finalement, on revient à quelque chose peut-être de concret qu'il n'avait pas fait avant le bac. Mmh. Et c'est finalement parce que dans cette voie, il s'est mal senti qu'on a cette opportunité de repartir sur une exploration et une projection de ce qui pourrait être les métiers en passant par des environnements. Donc, on va aller chercher les stimuli qui ressent quand il regarde par du photolangage, par exemple, des environnements, en se disant, bah oui, là, je me sens bien, et comme par hasard, tout se passe dehors. Je me sens bien et on voit une équipe Mmh. à l'image, etc., etc.
Donc, ces étapes-là, elles sont comme un entonnoir, hein. On affine et on revient aussi aux appétences pour les secteurs, les domaines, les environnements. Ce qui va être intéressant après, c'est finalement, une fois que je suis un petit peu plus précis, j'ai un jeune qui va mener l'enquête. C'est lui qui reprend en main, c'est lui qui sait. Donc, il est l'auteur du début à la fin et il va aller chercher les écoles, il va les interroger sur Internet. En les appelant, il a aussi un peu de maturité pour avancer dans cette recherche, explorer. Et puis, après, je dirais qu'une fois qu'il s'est fixé, qu'est-ce qu'on fait de cette année? Qu'est-ce qu'on fait des mois qui viennent? Est-ce qu'on peut entrer rapidement ou pas? Des fois, il y a des rentrées qui s'opèrent à nouveau alors qu'il vient de lâcher. Il y en a une autre fin octobre, début novembre. Des fois, c'est en janvier. Donc, notre travail, il consiste aussi à mettre à profit le temps qu'on a entre le coaching, cette fin de coaching précis avec son objectif et l'entrée dans une future formation. Peut-être qu'il y a des stages qui vont le servir. Peut-être qu'il y a des expériences à mettre à profit qui vont valoriser son entrée dans le prochain cursus. En fait, je dirais qu'il y a toujours le coaching, il se termine toujours par une séance de bilan et de synthèse. Alors là encore, où je suis en tripartite avec des parents et c'est OK avec le jeune, hein. Moi, je travaille aussi pour lui et on se met d'accord. Qu'est-ce qu'on va dire s'il a besoin d'être accompagné par son coach pour faire ce bilan? Je n'hésite pas à travailler avec les parents et le jeune. Et puis, il y a des parents qui disent, ben non, maintenant, il est totalement autonome, le bilan, vous le faites avec lui. La séance de bilan, elle est de toute façon établie en tête à tête dans un premier temps et ensuite, éventuellement, donc, s'il le souhaite, avec ses parents. Ok, super. Ce que je retiens particulièrement, c'est le côté qu'est-ce qu'on fait aussi du temps voilà, entre le moment d'entamer le coaching et la réorientation, la prochaine rentrée, qui est vraiment ça le point clé, je trouve, par rapport à un coaching d'orientation, effectivement, où là, on essaye de ne pas perdre du coup du temps et de mettre à profit ce temps-là. Et comme tu le disais, voilà, peut-être qu'il y a une rentrée qui se fait tout de suite, mais peut-être que c'est l'année prochaine. Et qu'est-ce qu'on fait dans ce laps de temps-là? Le coach, il est aussi là pour accompagner à cette réflexion et à construire un plan d'action qui serve effectivement la réorientation pour la suite. Ok. Est-ce que du coup, Mireille, tu pourrais nous partager un exemple d'outil ou d'exercice que toi, tu utilises dans ces situations-là? Alors, les jeunes, après le bac, les professionnels, il y a un outil qui est un outil formidable qui vient de pratique narrative qui s'appelle l'arbre de vie et que j'utilise. Alors, ce qui est chouette avec l'arbre de vie, c'est qu'on peut le faire en début, au milieu ou à la fin. Il peut servir au bilan, il peut servir à un point d'étape et il peut servir à poser finalement l'ensemble de la situation. Tout l'intérêt de l'arbre de vie, c'est qu'il est orienté sur l'objectif du coaching. Donc, si je me dis qu'effectivement, mon objectif, c'est de trouver une voie pour l'année prochaine, disons, voilà, on va construire l'arbre en fonction de cet objectif. Et sur un seul et même dessin qui n'est pas un concours de dessin, mais qui est simplement pour chacune des parties, finalement, une façon de poser le passé, le présent et le futur. Pour chacune des parties, le jeune réfléchit à ce qu'il pourrait dire d'abord avec ses racines, qu'est-ce qui fait qu'il en est là, qui il est, quel âge il a, d'où il vient, et qu'est-ce qu'il a fait comme étude jusque-là. Donc, tout ce qui s'est passé jusqu'au jour où il entre dans sa première séance, ou bien en bilan, comment en est-il arrivé là au moment du bilan. Et puis ensuite, on va repartir, comme je l'ai dit, grâce à l'arbre, sur finalement tout ce qui le rend fort. Et donc, là, à l'image du tronc d'arbre, aller chercher ses compétences, ses qualités par les histoires et par ce qui se cache aussi derrière les histoires. On les a peut-être déjà entendues en séance, où on les retravaille et on peut compléter cet arbre. Et enfin, finalement, il a des branches, cet arbre, donc c'est les projets. Donc, on va, grâce à la construction de l'arbre, réfléchir ensemble à tous ces projets qui s'ouvrent à lui, qu'il n'avait peut-être pas en tête au moment où il était dans le feu de l'action en terminale, et qui là, grâce à la réorientation, d'un seul coup se dessine finalement. Et puis évidemment, qui sont mes alliés? Donc dans l'arbre de vie, on réfléchit à qui sont les gens importants, sur qui on peut s'appuyer, qui vous donnent aussi de la valeur, avec lesquels on va pouvoir échanger
et prendre conseil. Quels sont les cadeaux finalement que j'ai reçus? Peut-être qu'un jour, j'ai croisé quelqu'un qui a été déterminant pour me parler de son métier et qui m'a réouvert des portes. Voilà, ou un échec que j'ai surmonté, mais qui a été un cadeau. Si je n'avais pas raté ça, j'aurais pas pu imaginer que je pouvais faire ça. Voilà, donc l'arbre de vie, c'est en règle générale un outil très puissant qui prend une séance Mmh. parce que dans l'histoire, le plus important, c'est pas tant le dessin et ce qu'on met dedans, c'est la façon dont le coach accompagne pour débriefer et pour parler de l'arbre. C'est Mmh. la façon dont le jeune raconte son arbre. Et c'est là que la confiance remonte, que l'estime, tout Mmh. se restructure et qu'on se dit finalement, on est passé de l'autre côté. Qu'est-ce qui pourrait arriver maintenant et comment je réagirais si à nouveau je rencontre une difficulté? Donc le travail, il est sur l'élaboration, mais il est surtout sur l'histoire de l'arbre par le jeune. OK, super. Je mettrai un exemple, d'une voilà, de photo d'arbres, d'arbres de vie pour illustrer tout ça. Effectivement, moi aussi, c'est un outil que j'utilise et je trouve ce qui est sympa aussi, c'est que c'est quelque chose qui reste, aussi, dont on peut se resservir, qu'on peut conserver, qu'on peut visualiser donc c'est vrai que c'est un outil qui est très, très sympa. Christine, maintenant, est-ce que tu pourrais nous citer des exemples, ou un exemple en tout cas d'accompagnement particulièrement marquant sur ce sujet-là de la réorientation? Oui, en fait, l'année dernière, j'ai accompagné un jeune homme, hein, qui est, donc il en sortant de terminale, lui, son projet, il voulait, travailler, avec les animaux et il voulait étudier le comportement des animaux et donc tout naturellement, il est parti, en fac de bio. Et assez rapidement, enfin, moi, je l'ai rencontré, à l'issue des premiers partiels, donc en janvier, où il s'est rendu compte que finalement, ça le faisait pas du tout. Pour 2 raisons principales, hein. La première, c'est, bah, il s'est rendu compte que le métier, d'étude des comportements des animaux, il y avait une grosse partie en laboratoire. C'était très scientifique et c'est pas du tout ce qu'il a imaginé. Il pensait vraiment qu'on était sur le terrain. Et pour lui, ça a été un peu, la désillusion. Il me dit: «Mais j'ai pas du tout envie d'être, chercheur, en fait». Et puis, l'autre côté, c'est quand même l'université demande une grande autonomie dans sa manière d'organiser son travail et clairement, il avait du mal à rentrer dans ce modèle d'étude de travail et cetera, d'organisation. Ça lui convenait pas. Et c'est vrai que comme c'était quelque chose qu'il avait toujours voulu faire, quand il est arrivé et qu'il s'est dit: «Bah, j'arrête», c'était assez compliqué pour lui parce que c'était de nouveau la carte blanche. Et bah, on a repris un petit peu les outils que Mireille, proposait et puis en repartant du jeune et avec l'entonnoir tout doucement, en resserrant et cetera, il a réussi à rebondir sur quelque chose, mais alors complètement différent il s'est inscrit et donc là, à la rentrée, il est reparti sur une formation commerciale, hein, donc un BTS NDRC. Donc déjà des études plus courtes, plus cadrées et puis, dans le commerce et puis on sait que le BTS NDRC, c'est quand même, des commerciaux qui vont être amenés à être sur le terrain, donc c'est vraiment quelque chose qui est recherché. Et puis tout à l'heure, tu parlais, de la temporalité entre le fait qu'on arrête ses études et puis le moment où on met en œuvre son nouveau projet. Et ben, pendant cette période-là, il a eu la chance, par des contacts, personnel, bien évidemment, mais qui lui a ouvert d'autres portes, mais de faire des stages, entre autres sur des foires commerciales, et cetera, où il était dans le cœur et qui lui a confirmé que c'était un projet qui lui convenait. Donc c'est vrai qu'on est parti d'études Mmh. universitaires très scientifiques au milieu des animaux pour partir sur des études commerciales beaucoup plus structurées. Mais voilà, ça a été son cheminement et il s'est autorisé à le faire en fait. Et Mmh. ça, c'est vraiment super. OK, super et oui, j'ai bien aimé dans ce que tu disais, le côté, page blanche aussi, parce que c'est le cas aussi de beaucoup de jeunes qui ont une idée depuis longtemps, en fait et qui effectivement on peut fantasmer un petit peu, on a une idée du métier idéal et quand on se confronte, en fait, à la réalité et peut-être que ça fait 10 ans qu'on a cette idée-là, comment est-ce qu'on rebondit? C'est sûr que ça, c'est un vrai challenge. OK. Mireille, toi, quel exemple tu peux nous partager? Alors moi, je vais vous parler d'un jeune homme qui était en début, pardon, de deuxième année de licence et sous le coup de notes assez basses qu'il n'avait jamais eues dans toute sa scolarité. Ce démarrage de première année avait été plutôt moyen et là, le démarrage de deuxième année était plus difficile.
C'est avec ces notes-là qu'il commençait à perdre des repères et à se dire finalement, je n'aime pas ce que je fais, je veux partir. Il y avait donc dans son approche quelque chose qui ressemblait aussi à une fuite et à un empressement à se réorienter. Il a été OK pour prendre un petit peu de temps et on a retravaillé la filière dans laquelle il était et en repartant aussi de lui. On a fait la page blanche, mais néanmoins, à la fin de ce coaching, on s'est rendu compte que ses qualités profondes, indépendamment de ce début de deuxième année difficile, les enjeux de la filière dans laquelle il était rencontraient absolument des métiers pour lesquels il était fait. Il a pris contact avec des jeunes qui étaient passés par cette L2 et qui étaient après arrivés en Master 1, Master 2 et qui lui ont dit attention, attention aux croyances, tu peux avoir des notes un peu difficiles en début de L2 et accéder à la suite. C'est ce qui nous est arrivé. C'est un passage difficile pour tous. Il se voyait seul dans cette situation parce qu'il n'avait jamais fait des mauvaises notes dans toute la scolarité. Et puis surtout, il a travaillé et mené son enquête sur des métiers qui n'étaient pas ceux qu'il envisageait forcément au départ, parce qu'il les envisageait tous. Parce qu'il a vu ceux sur lesquels il se sentirait motivé et en énergie, c'est sur ceux-là qu'il est allé chercher les cursus possibles, l'année d'après, etc. Et c'est un jeune homme qui est parti là en Allemagne pour faire une année à l'étranger et enrichir son parcours. Et il a réalisé aussi là qu'il serait riche de ce parcours-là, indépendamment des mauvaises notes de deuxième année. C'est un exemple de coaching de réorientation dans lequel on peut se dire soit qu'on fait une passerelle au sein de l'établissement, soit qu'on reste, mais que finalement, pour de bonnes raisons, et que le coaching a permis de ne pas finalement prendre de décisions trop hâtives ou qu'on était peut-être encore un peu de doute et que ça méritait de prendre peut-être la même décision, mais après le coaching, en tenant bon encore un petit peu. Donc voilà, je voulais parler de ce coaching-là qui est un peu, qui peut se produire. Oui, c'est hyper intéressant, effectivement, d'ouvrir ça et de se dire, oui, réorientation, en tout cas, la demande initiale, finalement, pourra peut-être aboutir à un résultat qui sera très différent et on va plutôt, en fait, en réalité, travailler sur de la confiance en soi ou peut-être même de la méthodologie si c'est lié au résultat. Donc, oui, c'est super de pouvoir aussi avoir cet exemple-là de préciser. Génial. Avant de conclure, comme dans tous les autres épisodes, je voulais vous demander chacune quelles ressources vous conseilleriez sur ce sujet-là, soit pour les parents ou même voilà, pour les étudiants directement. Christine, si tu veux bien nous partager ta ressource. Alors moi, j'ai pensé à une ressource pour les parents parce que parfois, les périodes d'orientation et de réorientation peuvent être un peu des périodes un petit peu difficiles pour tout le monde. Et c'est vrai qu'accompagner les parents fait partie aussi du coaching. Et donc, j'ai pensé à ce livre qui s'appelle Au secours, mon ado s'oriente de Juliette Abadi. Et qui, alors, c'est pas spécifique à la réorientation, mais qui donne vraiment des outils issus du coaching très pratico-pratiques pour les parents, pour accompagner leur enfant, leur ado, leur jeune adulte dans cette période et qui permet à la fois aux parents de réfléchir sur leur parcours d'orientation et ce qui a pu impliquer au final dans l'orientation de leur enfant et puis aussi donner des outils pour accompagner au mieux leur enfant, leur ado. Génial, merci. Mireille, toi, quelle est ta ressource? Alors, j'en ai deux. La première, c'est une appli qui vient d'une start-up toulousaine qui s'appelle Willby, W-I-L-B-I. J'ai trouvé ça formidable. En fait, on peut suivre, on se crée un petit profil, ça prend 5 minutes, et on suit tout un tas de personnes professionnelles qui vous font vivre leur métier au quotidien. Et donc, si vous avez envie de partir en marketing ou en assistante sociale ou en kiné, bah, c'est des gens qui gentiment se filment et montrent la réalité du métier. Génial. Et la deuxième, c'est l'entrée en contact avec d'autres étudiants, parce qu'on pense souvent aux journées portes ouvertes, et donc il y a une date ou deux, et si on l'a raté, on est ennuyé. Maintenant, on peut les appeler toute l'année, et c'est un site internet qui s'appelle Study Advisor, sur lequel je peux sélectionner tout un tas d'écoles et plein de jeunes disponibles avec lesquels je prends rendez-vous pour parler une demi-heure du contenu, de l'école. Il y a leur parcours, il y a ce qu'ils aiment, et donc je peux en plus choisir parmi ces jeunes celui que j'ai envie d'appeler.
Génial. Merci à toutes les deux pour ces 3 ressources, du coup, que je mettrai donc en commentaire. On arrive à la fin de ce podcast. Merci à toutes les deux. Peut-être un dernier mot pour conclure. Alors, je dirais qu'en réorientation et comme en orientation, l'idée, c'est on repart de soi. On n'entre pas juste dans une case parce qu'on a telle note dans telle matière. On repart de soi et on reconstruit à partir de soi, de ce qu'on est, de ce qu'on aime faire et de là où on a des compétences et des qualités. Et puis en se projetant, en dédramatisant, c'est ce qu'a dit Christine au début. Voilà, on est là pour reprendre pied et reconstruire. Génial. Merci encore une fois à toutes les deux pour votre présence. On remercie également Cécile Bourbon qui a participé à la préparation de cet épisode avec vous deux, qui est aussi membre de l'association. Et voilà, on se retrouve très vite avec nos auditeurs et nos auditrices pour un prochain épisode de notre podcast. Et d'ici là, prenez soin de vous. Merci. Merci. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si celui-ci vous a plu, laissez-nous un commentaire ou un j'aime. Vous pouvez également partager ce podcast à un proche, c'est ce qui nous permettra de le faire connaître et d'aider d'autres personnes. Vous pouvez également vous abonner à notre chaîne YouTube Génération 1525 en cliquant sur le bouton s'abonner ci-dessous et également nous suivre sur nos différents réseaux sociaux, LinkedIn, Facebook ou Instagram. Enfin, vous pouvez retrouver tous les coachs membres de notre association sur le site internet www.génération1525.fr.